Pendant 2 ans, j'ai fait toutes les erreurs qu'un débutant pouvait faire. Trop d'actions, trop de mouvements, mauvaise enveloppe, et au final, j'ai sous-performé un simple ETF. Aujourd'hui, j'ai changé complètement ma façon d'investir. Mon portefeuille dépasse les 20 000 euros d'investissement. Je n'ai pas de formule magique, mais j'applique une stratégie simple. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes comptes Trade Republic, Interactive Broker et Brix, en toute transparence. On va voir combien j'ai gagné, ma stratégie actuelle, mais surtout les erreurs qui m'ont permis d'en arriver là. Et pour finir, tout ce que j'ai appris. Bonjour, je suis Alexis, je parle d'investissement et d'économie, mais aussi d'espace et de culture générale. Alors si ces sujets te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Mais avant qu'on plonge dans les chiffres de mon portefeuille, je pense qu'il est important que vous sachiez ma situation. J'ai 22 ans, j'ai arrêté les études après le bac, et aujourd'hui je suis cariste logistique intérimaire, rémunéré au SMIC. Mais j'ai de la chance de ne pas payer de loyer pour le moment, ce qui me donne une vraie capacité d'investissement. Avant même d'investir, il faut respecter la règle la plus importante, se constituer une épargne de sécurité. Personnellement, je vous conseille d'avoir entre 6 et 12 mois de dépenses mensuelles de côté sur un LEP ou un livret A. Le but, enlever tout le stress lié à l'argent. Quand on investit, surtout en bourse, ce n'est pas pour retirer votre argent 6 mois après en cas de pépin. C'est un horizon de 5 voire 10 ans minimum. Mon épargne de sécurité, c'est ce qui me permet de dormir tranquille, même quand les marchés baissent, car je sais que mon quotidien est protégé. Maintenant que le cadre est posé, voyons comment j'ai réparti mes investissements. Première partie, Brix. Après avoir construit mon matelas de sécurité, il me fallait une alternative au livret réglementé, pour mon horizon court terme de 2 à 3 ans maximum, car les taux des livrets n'arrivent pas à compenser l'inflation. C'est là que j'ai découvert Brix, une plateforme de crowdlending. Le concept est simple, on prête de l'argent à des professionnels de l'immobilier pour financer des projets et en échange, ils nous versent des intérêts. Pour faire simple, on devient la banque et on possède une petite partie de la dette du projet. J'ai commencé en février 2024 et ma stratégie n'est pas complexe. Elle est surtout pragmatique. J'utilise l'outil d'investissement automatique de l'application Brix. Ce que j'apprécie, c'est la personnalisation. On choisit le montant, la durée et le taux cible à laquelle vous voulez investir. Dès que j'épargne un peu plus que d'habitude, j'injecte ce surplus. C'est un DCA de confort. Je ne force pas l'investissement. Mon but principal est de ne pas immobiliser l'intégralité de mon capital en bourse, sur du long terme. Mais soyons honnêtes, aucun investissement n'est sans risque. J'ai d'ailleurs eu un cas concret de retard de paiement de 2 mois sur un projet. Mais c'est là que j'ai été rassuré par la plateforme. On a été contacté presque instantanément. On a pu voter pour décider de la suite. Relancer le promoteur ou laisser Brix récupérer le bien pour le revendre. Finalement, le promoteur a payé pas longtemps après. Cette transparence et cette marge de sécurité que prend Brix pour compenser d'éventuels échecs me réconfortent à l'idée de rester chez eux pour le moment. Pour être 100% honnête avec vous, je n'ai pas testé d'autres plateformes, car je n'ai tout simplement jamais été déçu. Passons aux chiffres. Actuellement, j'arrive à avoir un revenu mensuel d'une trentaine d'euros, net de fiscalité, avec à peu près 4 470 euros investis sur 2 ans. Et d'un point de vue global, toujours sur 2 ans, j'ai généré 631 euros bruts, et après fiscalité, il me reste environ 500 euros. Cela représente une performance nette de 10% sur 2 ans, soit 5% annualisé. C'est nettement plus performant qu'un livret A, qui est actuellement à 1,7%. Et c'est exactement ce que je recherche pour cette partie de mon capital. Mais vous aurez peut-être remarqué que la plupart des projets sont à 10% brut par an, et qu'en plus j'ai un allègement fiscal de la flat tax, car je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Alors pourquoi j'ai une moyenne de 5% par an? Tout simplement car j'ai beaucoup investi cette année, et vu qu'on fait une moyenne sur les 2 dernières années, les investissements de cette année n'ont pas encore généré beaucoup d'intérêt, ce qui fait baisser la moyenne. Maintenant que vous avez vu comment je gère mon horizon court terme avec le crowdlending, passons au moteur de croissance de mon portefeuille, la bourse. Partie 2, mes débuts en bourse. J'ai commencé la bourse en septembre 2023, avec 2 idées en tête, la liberté financière et la conscience que je n'aurai sûrement pas de retraite. Soyons honnêtes 2 minutes, qui croit encore que les jeunes actuels auront une retraite convenable? Personnellement, je pense très sincèrement qu'on pourra compter que sur nous-mêmes. J'ai donc voulu prendre mes responsabilités et prendre mon argent en main avant qu'il ne soit trop tard. Ma stratégie de l'époque. Après plusieurs recherches et vidéos, je suis tombé sur la bourse, mais plus précisément sur le stock picking, les actions individuelles. Ma première erreur a été de ne pas avoir de stratégie claire, surtout dans le stock picking. Mais je savais une chose, qu'il fallait se diversifier. Alors j'ai créé mon propre portefeuille avec 20 actions et 2 ETF. Ce portefeuille était composé de 50% d'actions aristocrates, des entreprises solides qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 25 ans. C'était ma base sécurité. 25% d'entreprises sur laquelle j'avais des convictions personnelles, 20% d'actions à risque pour essayer de faire des grosses performances, et 5% d'ETF sur le CAC 40 et le S&P 500. J'appliquais un DCA, un investissement mensuel sur chacune des lignes. Et c'est là que j'ai fait les erreurs que beaucoup de débutants font. Mes erreurs. Ma toute première erreur a été sur le choix de l'enveloppe. Quand j'ai commencé à investir, je ne connaissais pas toutes les enveloppes disponibles en France. Du coup, je suis allé naturellement vers l'enveloppe de base, le CTO, le compte titre ordinaire. Attention, je ne dis pas que le CTO est une mauvaise enveloppe. Je dis juste que j'aurais pu optimiser ma stratégie, comme mettre les ETF et les actions européennes dans un PEA, un plan d'épargne en action. Car les 2 points positifs du PEA, c'est qu'il a une fiscalité avantageuse, mais surtout un mécanisme extrêmement puissant. Il fonctionne comme une enveloppe fermée. Concrètement, vous pouvez vendre une action, faire de la plus-value et la
réinvestir sans déclencher la fiscalité. Tant que l'argent reste à l'intérieur du PEA, vous ne payez aucun impôt. La fiscalité se déclenche lorsque vous sortez votre argent vers un compte bancaire. Et sur 10, 15 ou 20 ans, ça change complètement les performances. La deuxième erreur, c'est ma stratégie. Mon portefeuille était composé de 50% d'actions aristocrates, donc principalement des actions à fort dividende. Mais l'un des gros problèmes en France, c'est que la fiscalité sur les dividendes est très punitive. On parle de 31,6%, ce qui représente presque un tiers des revenus. Ma stratégie n'était pas du tout adaptée à mon âge, à mes objectifs, mais surtout à la France. Je devais prioriser l'accroissement du capital plutôt que de toucher des dividendes lourdement taxés, pour profiter un maximum des intérêts composés. Et maintenant l'erreur la plus importante, le DCA sur les actions individuelles. En stock picking, le prix que vous payez est plus important que la qualité de l'entreprise. Car vous pouvez acheter la meilleure boîte du monde, mais si vous la payez trop cher, vous aurez une performance médiocre. A l'inverse, on peut gagner beaucoup plus d'argent avec une action moyenne, mais acheter au bon prix. Bien sûr, savoir le prix juste d'une action est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'analyse, comprendre les bilans, étudier les concurrents et surtout être patient. Car même si vous avez estimé un prix, rien ne vous garantit qu'elle tombera un jour à ce prix. Pour être honnête, je n'ai pas envie de passer tout mon temps à analyser des entreprises et à suivre les marchés tous les jours. En tout cas, pas sur la totalité de mon portefeuille. Je préfère consacrer mon temps à mes projets et mes passions. Mais j'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Le bilan de ma première stratégie. En mars 2025, après 18 mois d'investissement, j'ai analysé ma performance. J'avais fait plus 8% de performance, soit 5,2% annualisé. C'est mieux que sur le livret A, donc sur le papier, j'ai été gagnant. Mais quand on compare au MSCI World qui a fait plus de 28% sur la même période, on réalise que j'ai eu un manque à gagner de 20% par rapport à un simple ETF. Cependant, je ne dirais pas que c'était une erreur, car c'est par là que j'ai commencé et découvert la bourse. Mais après avoir vu ces résultats, j'ai décidé d'arrêter cette stratégie en octobre 2024. Après avoir découvert le PEA, j'ai donc presque vendu toutes mes actions en mars 2025 avec 150 € de plus-value. Car vaut mieux arrêter une mauvaise stratégie et réallouer son argent que de perdre son temps. Abordons à présent ma deuxième stratégie, celle que j'applique encore aujourd'hui. Avec le recul, j'ai totalement restructuré mon portefeuille. Pour plus de clarté dans cette vidéo, je l'ai divisé en 3 parties. Mon PEA avec les ETF éligibles à cette enveloppe, mon premier CTO dédié aux ETF non éligibles au PEA, et un second CTO réservé à mes actions individuelles. Avec une répartition simple, 75 à 80% d'ETF pour la solidité et 20 à 25% d'actions individuelles pour le potentiel de surperformance et la stimulation intellectuelle sur beaucoup de sujets différents. C'est parti pour explorer mon PEA. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai ouvert mon PEA sur Trade Republic en octobre 2024. Il ne comporte qu'une seule ligne, le S&P 500. Pourquoi ce choix? Parce que je reste convaincu que les États-Unis vont continuer de dominer les performances sur au moins les 5 prochaines années. Vous allez peut-être me dire que je ne suis pas diversifié géographiquement. Mais attention, il ne faut pas confondre le siège social d'une boîte et son activité réelle. Selon les données de FactSet et de Goldman Sachs, près de 30% des revenus du S&P 500 sont générés hors des États-Unis, ce qui représente la même répartition que le MSCI World. Investir sur le S&P 500, c'est en réalité investir sur la consommation mondiale. Mon seul regret est sur la concentration. Les 10 plus grosses valeurs représentent près de 40% de l'indice. Aujourd'hui, la croissance du S&P 500 est portée par ces entreprises. Cependant, j'aurais aimé prendre un S&P 500 Equally Weighted, où chaque action représente 0,2%. Mais malheureusement, aucun n'est éligible au PEA pour le moment. Mes résultats après 15 mois d'investissement. Voici mon bilan. J'ai investi environ 8 228 € sur la période. Et actuellement, la valeur totale est d'environ 8 932 €. Ce qui fait une plus-value latente de 704 €, soit 8,55%. Cela représente environ 7% annualisé. Une performance tout à fait honorable pour une gestion avec aucun effort. Mais il faut savoir qu'en plus, cette performance est freinée par l'effet de change euro-dollar. Mais sur le long terme, cette tendance a tendance à s'équilibrer. Si ces notions de risque et de change vous paraissent floues, je vous renvoie vers ma vidéo complète sur le fonctionnement des ETF. Et aussi si vous voulez les meilleurs ETF de la planète, j'ai fait plusieurs vidéos. Une sur les marchés européens, une autre sur les États-Unis et le MSCI World, et la dernière sur les marchés émergents. Je suis content car cette vidéo vous a beaucoup plu. Mais retournons à mes investissements. Abordons à présent mes deux comptes titres. Comme je vous l'ai expliqué, j'en utilise un pour mes ETF non éligibles au PEA, et l'autre est pour mon stock picking. Mes actions individuelles sont désormais beaucoup plus réfléchies, de la recherche approfondie et surtout une grande patience. Je donnerai la répartition globale de tous mes portefeuilles en fin de vidéo. Commençons par le CTO Trade Republic pour les ETF. Dans ma première stratégie, avant que je découvre le PEA, j'avais acheté du S&P 500 que j'ai toujours en portefeuille. Mais il y a 4 mois, j'ai commencé à investir dans 2 autres ETF. En premier, le MSCI China. Je ne pouvais pas ignorer indéfiniment les marchés émergents. Ils représentent quand même plus de 50% de la population et 45% de l'économie mondiale. Ma conviction est forte. Je pense que la Chine sera la plus grosse puissance économique et technologique d'ici 15 ans. Et elle est en train de bâtir tout un écosystème en Asie, dont elle sera le leader
leader incontesté. Depuis le début de la guerre en Ukraine, tout s'accélère en Asie. Le privilège du dollar sur le pétrole s'effrite, libérant progressivement l'Asie de l'influence monétaire américaine. À terme, cette zone pourra commercer librement sans le dollar, et sans risque de sanctions ou de blocage des transactions par les États-Unis. Pour moi, l'avenir de l'Asie repose sur un trio complémentaire. La Russie pour les matières premières, l'Inde pour sa très jeune main-d'œuvre, et la Chine pour l'innovation technologique. Mais du coup, vous allez me dire pourquoi ne pas investir sur un indice global des marchés émergents? C'est un choix personnel. Je trouve que le marché chinois est actuellement très sous-évalué par rapport à ses voisins. Je suis conscient des risques réglementaires et du système politique en place, mais je veux miser sur le rebond chinois. Cependant, sur le très long terme, je convertirai mon ETF Chine vers un ETF marché émergent. On verra dans le futur si j'ai eu raison. Le deuxième ETF, même si je devrais dire ETC, car c'est une matière première. Le métal jaune, l'or. Ma stratégie sur l'or est très simple. Je veux détenir 5 à 10% de mon portefeuille pour lui ajouter de la stabilité. C'est une protection stratégique, surtout quand on voit les banques centrales asiatiques accumuler massivement de l'or pour réduire leur dépendance au dollar. Si le dollar perd son utilité dans le commerce du pétrole, l'or devient la seule valeur refuge crédible. Zoomons sur mes résultats, même si en 4 mois ce n'est pas vraiment représentatif, car la volatilité court terme c'est plus du hasard. Mais sur le MSCI China, j'ai une performance de moins 2%. Par contre sur l'OTC Or, on est à plus de 18% en seulement 4 mois. Une très belle performance avec l'explosion du métal depuis 2 ans. Passons maintenant à mon CTO Interactive Broker. Je pratique le stock picking avec une approche beaucoup plus sélective. Le marché compte environ 11 secteurs, mais j'ai choisi de me spécialiser uniquement sur 3 d'entre eux. La finance, la tech et l'énergie. Pourquoi ce choix? Parce qu'il est impossible de tout suivre sérieusement sans que ce soit un métier à plein temps. Ma philosophie est très simple. Dans le stock picking, c'est la concentration qui fait la performance. Mais c'est aussi beaucoup plus risqué. Je me suis donc fixé une limite stricte de 10 actions au maximum, car au-delà, autant prendre un ETF. Actuellement, j'en détiens 9, classés ici de ma plus grosse position à la plus petite. Mastercard, CNQ, MSCI, Google, Tencent, BlackRock, Tesla, Visa et Microsoft. Je vais uniquement parler des 3 actions que j'aime le plus, et 2 actions qui vont sûrement sortir de mon portefeuille. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à toutes mes actions. Voici mon podium. En 3, je mettrai MSCI, une société dans le secteur de la finance. Celle qui crée la plupart des indices de référence pour les ETF. J'adore leur modèle économique. C'est un véritable droit de passage. Chaque entreprise qui utilise leurs indices leur verse des frais de licence. Investir dans MSCI, c'est investir dans la démocratisation des investissements passifs. En deuxième position, Canadian Natural Resources, où CNQ est une grande entreprise énergétique canadienne, spécialisée dans l'extraction et la production de pétrole et de gaz. Elle possède certaines des plus grandes réserves prouvées de pétrole au Canada, ce qui lui donne du potentiel sur le long terme. Et quand on regarde la consommation du secteur de la tech, on va forcément vers une augmentation de la demande en énergie dans les années à venir. D'où mon investissement dans une pétrolière. En parlant de la tech, voici mon action préférée. Alphabet ou Google. On pense souvent que c'est juste un moteur de recherche, mais en réalité c'est un écosystème complet. Publicité avec Google et YouTube, du cloud pour les entreprises, Android et Maps pour garder les utilisateurs, et maintenant l'IA avec Gemini. Et en plus ils ont des projets futurs comme la voiture autonome avec Waymo, pour remplacer Uber et Tesla. Donc pour moi c'est une entreprise extrêmement diversifiée, avec plusieurs relais de croissance. Investir c'est aussi faire de la place. Je compte me séparer de 2 lignes. La première est Visa. Ce n'est pas une mauvaise entreprise mais je trouve qu'elle fait doublon avec Mastercard. Vu que je ne veux pas plus de 10 actions, je préfère garder le leader du duopole, celui qui a été le plus performant de ces 10 dernières années. L'autre action est Tesla. Pour être honnête, c'était un coup opportuniste en avril dernier, quand le titre avait fortement chuté. J'ai réalisé un gain de 45%, mais c'est plus de la chance qu'une conviction long terme. J'admire Elon Musk sur ses différentes entreprises, mais je réfléchis à encaisser mes profits pour rester fidèle à ma stratégie initiale. Le bilan global est très positif. En 9 mois, mon portefeuille affiche une performance de 18%. J'ai profité d'une excellente fenêtre d'entrée au printemps dernier, notamment lors de la volatilité liée aux annonces des droits de douane. Seul Microsoft est actuellement en négatif suite à ses derniers résultats. Il y a MSCI qui est neutre, car j'ai investi il n'y a pas très longtemps. Ma règle d'or dans le stock picking est désormais la patience. J'ai une wishlist d'une trentaine de valeurs, comme Amazon, Nvidia ou TSMC, pour lesquels j'ai défini un prix d'achat précis. Tant que le marché est trop haut et que mon prix n'est pas atteint, je n'achète pas. Dans le contexte actuel d'incertitude, la discipline est ma meilleure alliée. Faisons maintenant le point sur l'ensemble de ma stratégie, qui regroupe mes ETF, mon stock picking, BRICS et l'or. Pour commencer, je fais un DCA où j'investis 1000 € par mois. 50% sur les S&P 500, 25% sur les MSCI China et 25% sur l'or, jusqu'à atteindre mon objectif des 5 à 10% du portefeuille. Après, je ferai 50-50 entre le S&P 500 et la Chine. Ensuite, si j'ai un surplus d'épargne, je l'alloue soit dans BRICS, soit une action de ma wishlist qui a atteint son prix d'achat. Cette gestion me prend au maximum 3 heures par mois, car j'ai tout automatisé, du virement
maintenant à l'investissement. Et j'ai une phrase que j'ai retenue et qui m'a marqué. La performance ne vient pas de la complexité, mais de la simplicité. Simplifier son portefeuille, c'est déjà commencer à gagner. À l'heure actuelle, mon patrimoine se décompose ainsi. Ma plus petite position est sur l'ETC Or d'iShares, qui représente environ 5%. C'est ma réserve de valeur. J'y ai investi 866 € et j'ai 156 € de plus-value. Deuxième position, mes actions individuelles, mes convictions fortes. J'ai investi au total 2730 € avec une belle plus-value latente de 510 €, ce qui représente 16% de mon portefeuille. Intéressons-nous maintenant à l'avant-dernière position, BRICS, ma poche court terme. En 2 ans, j'ai placé 4 475 € répartis sur 30 projets différents, ce qui me génère environ 30 € net par mois et 500 € en tout depuis le début. Maintenant, place à la partie où j'ai consacré le plus gros de mon capital, les ETF qui représentent 55% de mon portefeuille. J'ai investi en un peu plus d'un an 10 198 €, qui m'ont généré 868 € de plus-value. Penchons-nous sur la performance globale du portefeuille. Au total, j'ai investi 18 008 € et mon portefeuille pèse aujourd'hui 20 302 €. Plus-value de 2 294 €, soit 12,7%. En annualisant ce chiffre, on tombe à 5%. Cela peut paraître modeste, mais c'est normal. J'ai investi plus d'argent cette année que les 2 premières années réunies. Ce capital frais n'a pas eu le temps de générer ses intérêts. C'est la magie du temps qui fera le reste. Mais c'est tout de même 3 fois plus qu'un livret A. Il ne faut pas l'oublier. Conclusion, mes 3 grandes leçons. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous partager les choses que j'ai compris durant mes 3 années d'investissement. La première chose, c'est que l'investissement est long et ennuyeux. Si votre stratégie vous amuse, c'est probablement que vous prenez trop de risques ou que vous faites beaucoup trop de mouvements. Construisez-vous un portefeuille long terme qui vous correspond. Automatisez-le et laissez le temps travailler pour vous. Fuyez l'excitation et le FOMO. Ne recopiez jamais quelqu'un bêtement, car vous ne connaissez pas sa stratégie ou ses objectifs. Le plus important est d'apprendre, de comprendre et d'être conscient des choix que vous faites. Car si l'actif dans lequel vous avez investi chute, vous ne saurez sûrement pas quoi faire. Et dans la plupart des cas, vous allez vendre au pire moment. C'est votre argent qui est en jeu. Et enfin, la chose la plus importante, selon moi, on ne devient pas riche avec l'investissement, même s'il est essentiel. L'investissement est un multiplicateur de richesse, pas un générateur. Le véritable levier pour créer une richesse durable est l'augmentation de vos revenus. C'est pour ça que le plus important reste l'investissement en soi et dans vos compétences. Pour avoir un meilleur travail, une meilleure rémunération, entreprendre ou créer une activité dans son temps libre. Pour ma part, c'est exactement ce que je compte faire. Je développe mon YouTube pour avoir une communauté. Actuellement, je suis plus dans une phase d'apprentissage, que ce soit dans mes connaissances, l'écriture ou le montage vidéo. Et en parallèle, je passe des formations de conducteur d'engin de chantier pour augmenter immédiatement mes revenus par rapport à mon poste de cariste actuel et booster ma capacité d'investissement. Ensuite, pour le côté long terme, j'ai plusieurs idées entrepreneuriales, comme devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Quand j'aurai acquis plus de connaissances, je passerai les certifications de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour pouvoir conseiller mais aussi avoir une certaine légitimité, car je n'ai fait aucune étude dans le domaine de la finance. Pourquoi j'ai envie de faire tout ça? Tout simplement parce que je ne crois pas au système de retraite par répartition. Je pense qu'il va imploser. Mon objectif est d'aider les gens à reprendre leur destin financier en main et à rendre l'investissement accessible à tous. Si je devais résumer en une seule idée, ce serait celle-ci. L'investissement n'est pas compliqué, c'est nous qui le compliquons. On cherche la stratégie parfaite, l'action miracle ou le bon timing. Alors que la performance vient surtout de la régularité, du temps et de la discipline. L'objectif de cette chaîne est de vous montrer qu'on peut reprendre son destin financier en main, peu importe son point de départ. Je ne suis pas un expert, je suis un cariste qui a décidé d'apprendre, de se former et de ne plus dépendre d'un système de retraite incertain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez utiliser les liens affiliés en description ou en commentaire épinglé. Dites-moi en commentaire vos stratégies d'investissement, j'ai vraiment envie de savoir. On se retrouve très vite. La prochaine vidéo sera sur les causes de l'explosion de l'or. D'ici là, restez disciplinés, formez-vous et prenez bien soin de vos finances. À très vite.